Quand un jeune capitaine défie tout un système, le continent entier retient son souffle. Rébellion courageuse ou suicide collectif? Le sort de l'Afrique de l'Ouest se joue en silence, sous le regard inquiet d'une jeunesse en ébullition. Dans la chaleur implacable du Sahel, un ultimatum éclate comme un tonnerre sec. La CEDEAO, voix ferme et autoritaire, intime à Ibrahim Traoré de quitter le pouvoir sans délai. Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. Les mots sont nets, dénués de diplomatie, et font planer la menace d'une crise sans précédent. Derrière cette injonction, un enjeu capital se dessine. Qui décidera du futur de l'Afrique? La CEDEAO se veut garante de la démocratie, mais pour nombre d'Africains, elle incarne la continuité de l'influence étrangère et la peur d'une Afrique éternellement sous tutelle. Ce bras de fer dépasse les institutions. Il touche à l'essence même de la souveraineté. Pour mieux comprendre la portée de cet ultimatum, il faut l'inscrire dans une longue tradition de tensions entre pouvoir régional et aspiration nationale. Rappelons-nous la crise de la Côte d'Ivoire en 2010, quand la CEDEAO avait déjà adopté une attitude intransigeante face au refus du président sortant de céder sa place. À l'époque, la menace d'une intervention militaire planait, mais c'était surtout une bataille d'influence, où chaque mot pesait son poids d'histoire coloniale et de rivalité internationale. La riposte ne se fait pas attendre. À Ouagadougou, mais aussi loin au-delà des frontières, l'ultimatum est perçu comme une provocation, un défi lancé à toute une génération avide de rupture. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse s'empare du débat. Des vidéos virales, des mèmes détournant les symboles de la CEDEAO, des poèmes et des musiques engagées naissent à la vitesse de l'éclair. Les rues résonnent de slogans appelant à la résistance. Paradoxalement, la CEDEAO, voulant diviser, finit par fédérer une colère commune. Brusquement, l'affrontement devient le test décisif d'un continent tout entier. Chaque parole d'Ibrahim Traoré est guettée, disséquée, partagée mille et une fois. Pour ses partisans, il incarne l'espoir d'une renaissance panafricaine, une jeunesse qui refuse de plier devant des institutions perçues comme complices des anciens colonisateurs. Pour d'autres, sa détermination met en péril la stabilité régionale et fait craindre une fragmentation dangereuse, rappelant les déchirements vécus par la région lors du conflit au Libéria dans les années 90, où des ambitions nationalistes avaient provoqué l'effondrement des structures étatiques. La tension monte encore. Les premières fissures dans l'ordre régional annoncent une crise qui déborde déjà le Burkina Faso. Ce qui se joue ici, c'est la capacité de l'Afrique à choisir seule sa destinée, ou le risque d'un retour à un cycle d'instabilité qui étouffe les rêves d'indépendance, de dignité et de prospérité. Un simple faux pas, et c'est l'équilibre fragile de toute l'Afrique de l'Ouest qui menace de s'effondrer. Pour comprendre la portée explosive de ce moment, il faut remonter aux racines du conflit et révéler les forces visibles et invisibles qui agitent l'Afrique, de l'intérieur comme de l'extérieur. En 2015, le Burkina Faso vivait déjà une transition difficile après la chute de Blaise Compaoré, avec des espoirs immenses, mais aussi des manœuvres de récupération par les anciens réseaux du pouvoir. Ce passé récent a laissé des traces profondes dans les consciences collectives. Pour percer le mystère de cette crise, il faut revenir en arrière et explorer la naissance des rivalités, des ambitions et des peurs qui préparent le terrain actuel. C'est dans l'histoire récente que s'enracinent les secousses d'aujourd'hui. Il suffit de se souvenir du rôle déterminant des puissances étrangères lors de l'intervention militaire en Libye en 2011. Cette intervention, saluée par certains comme une victoire contre la dictature, a aussi ouvert la boîte de Pandore du terrorisme et des trafics transfrontaliers qui fragilisent aujourd'hui tout le Sahel. Derrière chaque ultimatum, un passé refuse obstinément de s'effacer. La mémoire des interventions étrangères, des coups d'État téléguidés, des promesses non tenues pèse lourdement sur l'actualité. Les événements du Nigeria dans les années 60, avec la guerre du Biafra, rappellent combien les ingérences extérieures peuvent plonger une nation dans le chaos, sous prétexte de maintien de l'ordre ou de défense de la démocratie. Pour percer les secrets de la crise actuelle autour du capitaine Ibrahim Traoré et comprendre l'onde de choc qui secoue le Sahel, il faut d'abord regarder en arrière. Au centre de la tourmente,
la CEDEAO prétend défendre la démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais pour beaucoup, elle n'est qu'un instrument au service d'intérêts venus d'ailleurs. Est-elle le bouclier des peuples, ou la main invisible d'un pouvoir étranger qui perpétue une domination masquée? À Ouagadougou comme à Niamey, la colère n'apparaît pas sans cause. Elle est le fruit mûri d'une profonde défiance envers des institutions régionales jugées néocoloniales, déconnectées des réalités et des rêves des populations. Des générations entières, surtout la jeunesse sahélienne, se sentent trahies, abandonnées aux promesses non tenues et aux pactes conclus sous d'autres drapeaux. On se souvient des accords de Linas Marcoussi, censés ramener la paix en Côte d'Ivoire, mais qui avaient été imposés de l'extérieur et peu respectés sur le terrain. Dans ce climat tendu, l'ultimatum lancé par la CEDEAO fait figure d'étincelle. Ibrahim Traoré, forgé par les combats contre le terrorisme, incarne une génération méfiante, endurcie et déterminée. À seulement 36 ans, il est bien plus qu'un chef d'État. Il devient un symbole de résistance. Son refus catégorique de céder à la pression résonne comme un appel, un cri de ralliement pour tous ceux qui rejettent la soumission. Très vite, la riposte s'organise. Sur les réseaux sociaux, de Bamako à Niamey, les mots dièse « touche pas à notre révolution » et « souveraineté ou rien » se propagent comme une traînée de poudre. Les jeunes débattent, partagent, descendent dans la rue et investissent le web. Ce n'est plus la crise d'un seul pays, mais une vague contestataire qui traverse tout le Sahel, balayant les frontières héritées de la colonisation. Des collectifs citoyens, comme le Balai citoyen au Burkina Faso, donnent l'exemple d'un engagement civique capable de déplacer des montagnes. Ignorer ce contexte, c'est risquer de voir les erreurs du passé se répéter, avec des conséquences encore plus graves. L'autonomie des nations, l'unité et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest sont en jeu. Derrière la confrontation, c'est la dignité et le destin d'un continent qui se jouent, suspendus entre espoir d'indépendance et menace de chaos. Les exemples du printemps arabe, où des révoltes populaires ont été récupérées ou écrasées, résonnent encore dans l'esprit des jeunes Africains. Le décor est planté. Mais la révolte de Traoré, que signifie-t-elle vraiment? Et dans l'ombre, à quoi la CEDEAO se prépare-t-elle? Les enjeux dépassent de loin un simple bras de fer. Peut-on voir dans cette confrontation une répétition de la lutte entre Kwame Nkrumah et les puissances occidentales dans les années 60, lorsque le Ghana rêvait d'unir l'Afrique, mais faisait face au sabotage et à l'isolement? Pour comprendre ce qui se joue dans l'ombre, il faut décortiquer les motivations cachées et les alliances fragiles. Car chaque décision maintenant pourrait faire basculer l'histoire de toute une région. Les alliances secrètes, les pactes de non-agression, les accords de défense passés en catimini entre les États du Sahel rappellent les stratégies des pays non alignés pendant la guerre froide, cherchant à échapper à la domination des blocs Est et Ouest. La révolution ne succombe pas sous les coups venus de l'extérieur, mais se fissure sous les trahisons qui naissent en son sein. Cette leçon traverse toute l'histoire africaine récente, du Congo de Patrice Lumumba au Mozambique de Samora Machel, où l'ennemi interne s'est souvent révélé plus dangereux que l'agresseur étranger. Ibrahim Traoré en a pleinement conscience. Pour lui, le péril majeur ne réside ni dans les armées étrangères, ni dans les menaces de sanctions brandies par la CEDEAO, mais dans la fragilité interne de son propre mouvement. Les adversaires les plus redoutables portent parfois le même uniforme, sans partager la même foi. L'histoire du Burkina Faso l'a montré. Un mouvement s'effondre moins sous la pression d'un empire lointain que sous le poison lent de la corruption, de la duplicité et du regret d'un ordre colonial jamais vraiment dissipé. C'est dans cette optique que la purge qui secoue aujourd'hui les rangs de la force Panthère Noire prend des allures de rituel. Chaque arrestation, chaque éviction devient un acte fondateur. Il s'agit de purifier la révolution, d'extraire les réseaux d'influence qui s'étendèrent dans l'ombre, de trancher les liens secrets avec les puissances étrangères, spécialement la France et ses alliés occidentaux. Ce n'est pas une simple chasse à l'homme, c'est une lutte pour l'âme du pays. Derrière la brutalité de ce nettoyage se cache un avertissement. Traoré veut inscrire sa révolution dans une rupture radicale avec le passé, ce que d'aucuns nomment le moment Sankara.
Le spectre de Thomas Sankara, héros et martyr de l'émancipation burkinabé, plane sur chaque parole, chaque décision. Mais peut-on purifier sans détruire? Peut-on fonder une unité durable sur les braises de la suspicion? L'exemple de la révolution culturelle chinoise, menée par Mao Zedong dans les années 60, rappelle que la volonté de purifier peut se transformer en chasse aux sorcières incontrôlables. Le danger est énorme. Si la purge échoue ou dérape, le Burkina Faso risque de sombrer dans la paranoïa, la répression aveugle, voire l'implosion. Déjà, des rumeurs circulent, disparitions, procès expéditifs, règlements de comptes. Un climat d'angoisse s'installe, l'isolement international guette, menaces de sanctions, suspension d'aide, campagne médiatique pour dépeindre Traoré en tyran prêt à sacrifier toute ouverture au nom de la pureté révolutionnaire. Mais si cette stratégie aboutit, elle pourrait ouvrir la voie à une renaissance inattendue. Un peuple libéré de ses chaînes internes, soudé par la méfiance envers les influences étrangères, pourrait devenir le socle d'une souveraineté africaine nouvelle, enfin débarrassée des tutelles héritées de la colonisation. Les foules qui acclament Traoré ne célèbrent pas seulement l'homme, mais un espoir. Celui d'une Afrique qui ose dire non, qui préfère l'isolement au prix de la dignité plutôt que la dépendance dissimulée. Ce sursaut rappelle le Japon de l'ère Meiji, qui au XIXe siècle a coupé les ponts avec l'Occident pour mieux se reconstruire sur ses propres bases. La guerre n'est donc plus seulement militaire ou diplomatique. Elle se joue au niveau des mémoires, dans la bataille pour l'héritage de Sankara et dans la redéfinition de ce que signifie être burkinabé et africain au seuil du XXIe siècle. Ce bras de fer interne marque une étape décisive. La suite va montrer si la révolution peut survivre à sa propre épreuve de vérité. Pour réussir, il faudrait instaurer des mécanismes de dialogue interne, comme l'ont fait les Sud-Africains lors de la transition post-apartheid, en privilégiant la commission Vérité et Réconciliation pour éviter la vengeance aveugle. Quand la fièvre de l'indépendance gagne les voisins, tout s'accélère et bascule dans l'inattendu. Le phénomène de contagion politique n'est pas nouveau en Afrique. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, un vent de liberté avait soufflé sur tout le continent, accélérant l'émancipation des colonies françaises et britanniques. À peine le Burkina Faso annonce-t-il son divorce avec l'ordre ancien que l'élan gagne le Mali et le Niger. Au cœur du Sahel, les dirigeants de ces trois pays avancent désormais en bloc. Leur pacte défensif, tenu secret, marque une rupture sans précédent. Il ne s'agit plus seulement de se protéger, mais de bâtir une souveraineté collective face à des décennies de tutelle étrangère. Ce choix rappelle le projet de fédération du Mali dans les années 60, qui visait déjà à unir les forces africaines pour résister aux pressions extérieures. Dans l'ombre, les rumeurs se multiplient. Des conseillers russes, parfois liés au groupe Wagner, seraient déjà à l'œuvre. Ce soutien divise. Pour certains, c'est un scandale. Pour d'autres, c'est la garantie d'une vraie résistance à l'Occident. Pour la première fois, l'axe sahélien défie la France, la CEDEAO et les États-Unis, au prix de sanctions et de menaces d'isolement économique. Cette alliance rappelle l'époque de la guerre froide, où certains pays africains cherchaient le soutien de Moscou pour contrebalancer l'emprise occidentale. Mais la vraie révolution se joue ailleurs. Dans les casernes, une transformation s'opère. Les armées tournent le dos au mimétisme occidental. Uniformes, doctrines, langue de commandement, tout se teinte de couleurs locales. La fierté renaît, le récit national se réinvente. On délaisse les modèles importés au profit d'une philosophie enracinée dans la culture et l'économie du pays. À titre d'exemple, le Rwanda a réformé son système éducatif pour mettre l'accent sur les langues nationales et l'histoire locale après le génocide de 1994. Ce mouvement n'est pas une simple mode. Il bouleverse l'imaginaire collectif. À Bamako, Niamey, Ouagadougou, la jeunesse et les intellectuels s'approprient ce vent de renouveau. Les réseaux sociaux vibrent de slogans. Les débats s'enflamment autour de la dignité retrouvée. Mais ce souffle de liberté, aussi galvanisant soit-il, s'accompagne de dangers inédits. L'histoire de la révolution algérienne nous enseigne que la victoire contre la domination étrangère n'empêche pas l'apparition de divisions internes et de nouvelles formes d'autoritarisme.
Si l'alliance sahélienne tient bon, c'est tout l'édifice post-colonial qui pourrait vaciller, ouvrant la perspective d'une Afrique maîtresse de ses choix. À l'inverse, une déstabilisation, alimentée par des ripostes extérieures, risquerait de plonger la région dans le chaos. Entre promesses d'émancipation et menaces d'embrasement, la marge est infime. Chaque décision prise à Ouagadougou, Bamako ou Niamey résonne bien au-delà de leurs frontières. Lors des printemps arabes, une décision prise à Tunis a enflammé tout le Maghreb et le Macrec en quelques semaines. Mais qu'enseigne cette révolution intérieure? Pour l'Afrique, la bataille n'est pas que militaire. Elle est spirituelle, culturelle et plus profonde qu'il n'y paraît. Il s'agit de réinventer les fondements du vivre ensemble et de l'autorité politique, comme l'avaient tenté les pères fondateurs du panafricanisme, à l'image de Julius Nyerere en Tanzanie, avec sa politique de l'Ujamaa, fondée sur la solidarité communautaire. Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut revenir sur le parcours du capitaine Traoré et les fractures qui traversent le Burkina Faso. Car derrière la figure du jeune chef d'État, c'est toute une génération qui cherche sa voie. Nombre d'entre eux sont issus de milieux modestes, ayant connu l'exil, la pauvreté et la guerre, et portent en eux la soif de justice et de reconnaissance. Ce n'est plus seulement une lutte contre des hommes, c'est un duel contre une vision du monde. Derrière la purge lancée par Ibrahim Traoré, il y a plus qu'un simple règlement de compte. C'est une tentative radicale de renverser la définition de l'indépendance pour en faire un acte vécu, assumé et parfois brutal, plutôt qu'une promesse sans cesse différée. Cette démarche fait écho au mouvement de la négritude mené par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, qui invitait les Africains à se réapproprier leur identité. La vraie souveraineté ne se joue ni à la frontière, ni dans les sommets officiels. Elle naît dans l'esprit, dans la capacité à briser les réflexes d'obéissance, à se libérer du regard extérieur, à imaginer un futur sans compte à rendre à l'ancien colonisateur ou aux institutions régionales contrôlées de loin. Là, Traoré frappe le plus fort. En cassant les vieux codes, il tente d'effacer de la mémoire collective l'idée que la liberté s'obtient par la permission d'autrui. Son projet dépasse la chasse aux traîtres ou la purge des casernes. Il vise à remplacer un système d'élite formés ailleurs, souvent déconnectés du pays, par des leaders enracinés dans la terre, imprégnés des espoirs locaux, capables de comprendre la détresse, mais aussi la fierté des populations. Changer les têtes, oui, mais surtout changer les repères. C'est une révolution silencieuse, celle de l'imaginaire collectif. Pour y parvenir, il faudrait réformer l'éducation, investir dans les médias locaux, encourager la création artistique et la recherche sur l'histoire nationale. Les gestes sont forts, le départ des soldats étrangers, la fermeture de bases qui, pendant tant d'années, rappelait la tutelle de Paris ou Washington. Dans les écoles, les universités, jusque dans les discours officiels, Traoré encourage une africanisation des doctrines, valoriser les penseurs locaux, enseigner ses propres héros, redécouvrir la dignité de construire pour soi-même. Même la langue évolue. On célèbre les mots africains, on promeut la philosophie de la terre natale, on refuse les dogmes venus d'ailleurs. Cette démarche rappelle la révolution culturelle menée au Sénégal par Senghor, qui voulait faire du Wolof une langue d'enseignement et de création littéraire. Mais cette rupture a un coût immense. Le modèle Traoré séduit parce qu'il ravive la dignité, le courage, l'inventivité, là où ne restait que résignation. Mais il inquiète aussi. Chaque révolution qui prétend tout rebâtir court le risque de l'autoritarisme. En s'isolant, le Burkina Faso frôle l'asphyxie, la perte d'alliés, la méfiance de ses voisins, voire une spirale de violence interne. L'enthousiasme du départ peut vite céder la place à l'épuisement si les résultats tardent ou si la répression dépasse les bornes. L'expérience des sanctions économiques contre le Zimbabwe après l'expropriation des fermiers blancs montre à quel point un pays peut souffrir lorsqu'il s'isole de ses partenaires traditionnels. L'Afrique entière observe. Ce qui se joue ici dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. C'est la possibilité, ou non, d'inventer son propre modèle. Choisir sa manière de gouverner, d'enseigner, de défendre ses intérêts, dialoguer avec le monde sans permission. La liberté, martèle Traoré, ne se mendie pas.
Elle se bâtit, s'arrache et se protège, parfois même contre ses propres excès. Mais jusqu'où cette audace peut-elle aller sans tout fracasser? L'Afrique joue aujourd'hui son avenir sur un pari risqué. Inventer ou s'enfermer dans l'isolement. Sauter dans l'inconnu, quitte à provoquer d'immenses secousses internes et externes. À ce carrefour, chaque geste compte, chaque symbole pèse, chaque hésitation peut coûter cher. C'est donc bien plus qu'un affrontement politique. C'est un test historique pour toute une génération africaine. Mais le chemin vers la souveraineté réelle est parsemé d'obstacles, et l'issue reste profondément incertaine. Et vous, qu'auriez-vous le courage de transformer si la liberté commençait d'abord dans votre propre esprit? Imaginez un instant. Seriez-vous prêt à remettre en cause ce que vous avez toujours cru immuable? À défendre une idée, même contre la vie générale? L'histoire nous enseigne que les plus grandes révolutions commencent par un doute, un refus, un rêve. C'est ainsi que Nelson Mandela avait, dans sa cellule de Robben Island, commencé à imaginer une Afrique du Sud libre, alors que tout semblait perdu. Au Burkina Faso, la révolution initiée par Traoré n'est pas qu'une affaire de géopolitique ou de frontières redessinées. Son véritable champ de bataille, c'est l'intérieur, l'esprit, les convictions, les peurs héritées. En purifiant ses rangs et en pointant du doigt l'ennemi non seulement à l'extérieur, mais aussi au cœur de chacun, Traoré pose une question vertigineuse à tous. La souveraineté se conquiert-elle par la force ou par l'émancipation intime? Car la domination moderne n'a plus besoin de drapeau ni de casque. Elle se glisse dans nos routines, nos doutes, notre fatalisme. Traoré a perçu que l'héritage colonial ne se limite pas à la langue, à l'école ou à l'argent. Il s'insinue dans la perception de soi, dans la croyance que l'on n'a pas le droit ou la force de changer le destin. En osant affronter ce poison silencieux, il rappelle que la révolution la plus radicale et la plus risquée commence au plus profond de chacun. Pour illustrer ce propos, pensons à la décolonisation des esprits, prônée par Frantz Fanon, qui voyait dans la libération intérieure la condition sine qua non de l'émancipation collective. Mais ce choix, il le paie cher. Pour Traoré, cela signifie la solitude du chef, l'ombre de la trahison, la peur constante du faux pas. Pour le peuple burkinabé, c'est l'immense espoir d'une refondation, mais aussi le vertige de voir l'histoire se répéter, encore et encore. Pour toute l'Afrique, c'est la chance, peut-être unique, de briser un décor figé depuis plus de 60 ans, ou bien la crainte de voir les rêves s'effondrer une fois de plus. L'expérience du Mali après la chute d'ATT, où l'espoir a laissé place à la désillusion, rappelle combien le chemin est semé d'embûches. La vraie question n'est plus simplement « qui tient le pouvoir à Ouagadougou ?» C'est « qui occupe l'esprit des Africains ?» Est-ce l'ombre de l'ancien maître, masqué en entreprise, en ONG, en expert étranger? Ou bien est-ce la jeunesse, les obstinés, ceux qui refusent la résignation? Les exemples sont nombreux de sociétés qui ont pu se reconstruire en s'appropriant leur destin, comme le Vietnam après sa longue guerre d'indépendance. Si nous demeurons spectateurs, l'Afrique risque de s'abandonner à la nostalgie ou de s'enfoncer dans la violence. Mais si nous saisissons la chance de débattre, de douter, d'imaginer, alors la révolution intérieure de Traoré pourrait bien être l'aube d'une ère nouvelle. Ce choix, il est à nous, ici et maintenant. Cela commence par des gestes simples. Soutenir l'éducation locale, promouvoir la production culturelle africaine, se réapproprier les récits de l'histoire et de l'avenir. Alors, serez-vous l'étincelle qui embrase le possible, ou la voix muette qui regarde passer la tempête? La nuit s'épaissit, ou le jour se lève. La décision nous appartient.